Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je suis Léa Lujeune, je suis cofondatrice du média Plan Cash qui parle d'argent et d'investissement aux jeunes et aux femmes, plutôt jeunes femmes même. Je suis ravie de vous recevoir toutes et tous ici aujourd'hui. Alors c'est une table ronde un peu particulière parce qu'on a essayé de remettre tous les enjeux pour construire la société de demain autour de la même table. Et alors on en a plein de très différents. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter et puis vous allez essayer en une ou deux questions de défendre votre ouvrage, un peu pour résumer un point fort qu'il y a dedans, quelque chose qu'on n'apprend pas, qu'on ne sait pas forcément, puisqu'il y a aussi plusieurs ouvrages collectifs qui sont sur la table et sur lesquels il faudra, sur lesquels il faudra prendre un point saillant et non pas une exhaustivité. Mais l'idée étant de donner aux personnes ici présentes envie de lire et envie d'aller poursuivre ce chemin vers la connaissance sur le travail que vous avez réalisé. Alors, on va commencer tout au bout, par là-bas. Nous avons Claudia Sénic. Claudia, vous êtes professeure à PSE, vous êtes au Conseil d'analyse économique. Conseil d'analyse économique. Non, vous n'y êtes plus. Non, je suis professeure à Sorbonne Université et à PSE, École d'économie de Paris. Je dirige le CEPREMAP et l'Observatoire du bien-être au CEPREMAP. Voilà. Et je suis directrice scientifique de la Fondation des sciences sociales. Et chaque année, avec une promotion de 12 lauréats en différentes sciences sociales, sociologie, économie, anthropologie, histoire, etc. On planche sur un thème et on publie un bouquin collectif. Et donc, le dernier en date, c'est celui-ci, Enfanter, natalité, fécondité, politique publique. Voilà, alors c'est un sujet, c'est un titre et c'est un ouvrage collectif qui a l'air d'englober plein de choses. Est-ce que vous pourriez nous apporter ou nous résumer un des apports fondamentaux de ce bouquin qui va vraiment peser dans la société de demain? C'est vrai qu'on a des craintes en France sur la natalité, qu'est-ce qui va advenir? 1,69 enfants par femme, quelque chose comme ça, alors qu'on cherche toujours à atteindre les 2 enfants par femme dans l'idéal. Finalement, est-ce qu'on est aussi mal barré ou est-ce qu'on a est-ce qu'on a quelques avantages dans ce domaine-là? Alors, c'est vrai que la France a un avantage parce que même si la natalité baisse en France comme partout, on est quand même encore les champions d'Europe de l'indice de fécondité, parce que depuis toujours, en fait, depuis même, par exemple, si on remonte uniquement à l'après-Seconde Guerre mondiale, on a une panoplie de mesures natalistes tous azimuts, des mesures de droite, des mesures de gauche, des mesures d'incitation fiscale, des mesures de mode de garde, des mesures de remplacement de revenus, des mesures de participation de femmes au marché du travail, etc. On apparaît comme un pays qui favorise la natalité et donc en fin de compte ça l'encourage. Et il y a un chapitre dans le bouquin, puisqu'il faut en parler que d'un, il y en a 12, d'un sociologue qui s'appelle Romain Delesse et qui fait un peu un panorama, un diagramme avec 4 cases des pays, que la manière dont les pays se classent du point de vue du pessimisme ou de l'optimisme parental, ce qu'il appelle ça comme ça. Donc il y a les pays traditionnels où les femmes savent que de toute façon elles ne travaillent pas, donc si elles ont un enfant elles en auront entièrement la charge, c'est un équilibre stable. Il y a les pays très avancés comme les pays du Nord où il y a égalité sur le marché du travail, les femmes travaillent, mais aussi un grand partage des tâches domestiques et des gardes d'enfants, donc un équilibre des tâches au sein des membres du foyer. Et donc les femmes ne s'attendent pas à ce que leur vie soit rendue très compliquée par l'arrivée de l'enfant. Et puis les pays dans situation intermédiaire comme la France, où les femmes travaillent, on a accompli ce qu'il appelle la première révolution de genre, mais pas la deuxième. Et donc c'est encore elles qui assument l'essentiel des tâches domestiques, garde d'enfants, etc. Et donc finalement, quand elles s'envisagent la venue d'un enfant, elles savent que ça va vraiment compliquer les choses et ça se voit dans une enquête internationale, une enquête qui l'analyse, on voit qu'il y a un plus grand pessimisme parental. Donc en fin de compte, la leçon de cette analyse, avec ces deux dimensions, c'est que pour que la fertilité remonte, il faut que finalement l'organisation, le mode de vie au sein du foyer ait évolué dans le même sens que la société et l'aspiration professionnelle des femmes. Il y a un article très récent de Claudia Goldin qui fait complètement écho à ce chapitre, c'est incroyable. Claudia Goldin est prix Nobel d'économie. Elle montre que dans les pays qui se sont développés très rapidement depuis les 20-30 dernières années, les femmes donc ont des aspirations professionnelles importantes et parfois aussi de maternité, mais lorsque dans ces pays qui ont été très très vite, les hommes ne se sont pas ajustés à ces aspirations féminines, les femmes ne font pas d'enfants. Et donc c'est comme ça que dans ces pays d'Asie et d'Asie de l'Est, le taux de fécondité est descendu au plancher. Donc, et voilà. C'est aussi un enjeu en France. C'est un enjeu en France, c'est un enjeu partout. Il y a des chapitres sur la Chine, c'est pas pour parler de la Chine, mais qui montrent aussi à quel point c'est difficile pour les femmes dans ces pays-là. Une fois que l'enfant est là, elles habitent dans la famille du mari, elles sont responsables de la réussite scolaire de leurs enfants, tout pèse sur elles. Résultat, il y a aucune chance que la politique nataliste du gouvernement chinois, qui essaye maintenant de revenir en arrière par rapport à l'enfant unique, réussisse. Aucune chance. Très bien. Pour en savoir plus, c'est donc l'ouvrage Enfanter, natalité, démographie et politique publique de Claudia Sénic. Je passe à la deuxième personne, Fabienne
Alamelou Michaï. Vous êtes ancienne cadre de LVMH, vous avez un doctorat en études de genre et vous avez monté votre propre société qui parle d'intégration, d'égalité homme-femme, de reprendre le pouvoir, en tout cas l'égalité, la parité dans l'entreprise. Là aussi, c'est un domaine qui est très documenté par la recherche. Qu'est-ce que vous apportez en plus? Quel est l'axe fort de votre ouvrage? Alors le doctorat, je suis en train de le faire en ce moment et je travaille donc sur ces questions des stéréotypes de genre. Et alors dans le livre, parce que j'ai fait aussi des études de théologie, sur la question des femmes, de l'accession des femmes au pouvoir dans les religions, les 3 grandes religions monothéistes, pour découvrir qu'en fait aujourd'hui, et c'est peut-être la nouveauté de l'ouvrage, prendre la question sur l'angle des religions et montrer qu'il n'y a pas de contradiction entre la place d'une femme moderne dans la société et dans l'entreprise et le lien avec le pouvoir avec les 3 grandes religions. Et pour ça, j'ai interviewé des théologiennes. Donc, moi, je suis plutôt sur la religion chrétienne, mais j'ai interviewé aussi des théologiennes juives et musulmanes. Et donc, si on devrait résumer, en gros, la vision qu'on a caricaturale de la femme doit retourner au foyer, que l'on pense issue plus ou moins des religions monothéistes, n'était pas forcément inscrite dans les textes au départ. Et ça, c'est aussi un historique que l'on peut déconstruire. Exactement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, si je prends le cas des évangiles, il n'y a pas de femme au foyer dans les évangiles. Ce concept n'existe pas. Et d'ailleurs, même Saint Paul a confié la responsabilité de communauté, des premières communautés chrétiennes, à des hommes. À des femmes, pardon. Et donc voilà. Donc en fait, il n'y avait pas forcément de séparation, même si dans la société juive de l'époque, c'était assez compliqué. Donc des femmes ont pris des positions importantes, et c'est quand la religion chrétienne a cherché à s'implanter dans le bassin méditerranéen qu'elle a adopté les codes de l'oikos romain, et donc une logique beaucoup plus hiérarchique. Donc tout ça pour dire, on peut être féministe et en même temps croyante, chrétienne. Et donc il n'y a pas d'antinomie. On a souvent l'impression, on entend beaucoup en ce moment, et là j'insiste là-dessus. Oui, du côté des évangélistes américains. Voilà, les évangélistes américains qui considèrent que la place des femmes est au foyer. Bertrand arrive. Et donc, qui montre qu'en fait, non, ce n'est pas porteur. Et d'ailleurs, souvent, ça m'énerve, ce n'est pas porteur. Les messages principaux ne sont pas porteurs de telles idées, et qu'on peut être une femme émancipée, une femme qui a du pouvoir, tout en étant chrétien. Très bien, merci pour ce point. Alors du coup, on va faire le lien avec votre co-auteur Bertrand Badré, excusez-moi. Vous avez travaillé aussi sur cet ouvrage. Si on devait ramener aux enjeux d'égalité, de parité, de pouvoir dans les entreprises aujourd'hui, bon, clairement, ce que vous dites, c'est qu'ils ne sont pas du tout résolus. C'est pas parce qu'on s'est un peu amélioré sur l'égalité salariale qu'on a réellement fait des progrès dans l'accès aux postes de pouvoir et de direction. Non, j'imagine ce que Fabienne a pu vous dire, j'espère ne pas le répéter. Quand on a commencé à réfléchir à ce livre, c'est vrai que je ne voulais pas contribuer à un livre qui ne soit uniquement sur les femmes. Et j'ai dit, il faut qu'on trouve un moyen de travailler hommes et femmes ensemble. Comme je dis, ce n'est pas un livre de guerre des sexes, c'est un livre de paix entre les hommes et les femmes. Mais il faut reconnaître que pour que cette paix arrive, il faut passer tout ce que Fabienne a dû vous raconter. Et ça, c'est pour moi important. Et c'est pour ça que le mot pouvoir est important. C'est pas juste une question d'écart salarial, c'est pas juste une question de proportion, de pourcentage dans les instances de direction, etc. C'est vraiment cette capacité à prendre des décisions ensemble. Et pour moi, ça a été... d'abord, j'ai une famille assez féminine, donc ça me pousse un peu, même s'ils continuent à se moquer de moi d'avoir écrit ici en me disant « mais tu te rends compte comment tu te comportes à la maison ?» Je dis « ok, bon ». Mais quand même. Et ce qui était très intéressant dans mon management en France, c'était quelque chose auquel j'étais très sensible, mais je l'ai intériorisé et intellectualisé en passant à Washington, où effectivement, comme DG de la Banque mondiale, j'ai eu accès à des données sur le monde entier, et il y avait une évidence, au-delà de ce qu'on peut ressentir, de ce qu'on peut voir, c'est que toutes les études, sans aucune exception, montrent que des groupes diversifiés et mixtes sont plus efficaces que des groupes pas diversifiés et pas mixtes. Et donc, même si on trouve que tout ça n'a pas de sens, c'est évidemment cette mixité qui fait la différence. Et pour moi, c'est la diversité homme-femme, c'est la mère de toutes les diversités. Alors non, c'est plus hyper à la mode aujourd'hui, mais pour moi, c'est essentiel. Encore une fois, c'est vous faites référence au recours sur les droits des diversités américains. Bien sûr, bien sûr. Je trouve ça dramatique. Je parlais hier avec le président de PSL, donc le Paris Sciences et Lettres, qui me dit qu'il accueille, alors il le fait sans faire trop de bruit pour pas exciter,
des professeurs américains qui ne peuvent plus dans la santé travailler sur la médecine quand il y a une dimension féminine. Quand il y a une dimension de genre et qu'il y a les mots-clés à l'intérieur des titres d'articles de recherche. Mais c'est vrai, et donc il va accueillir des gens qui vont venir travailler sur le cancer du sein en France qui ne peuvent plus le faire aux États-Unis. On arrive à un degré d'absurde inouï. Donc si je résume, il y a aussi cette question d'efficacité, donc il faut aller vers l'égalité au poste de pouvoir aussi pour des raisons d'efficacité économique. Et donc si vous voulez en savoir plus, c'est l'ouvrage des femmes et des hommes, le pouvoir en partage. Je passe au troisième invité, enfin quatrième maintenant. Daniel Ball, vous avez travaillé dans les sociétés mutualistes pendant très longtemps. Vous travaillez toujours chez le Crédit Mutuel, vous êtes toujours président du Crédit Mutuel. Oui, je suis président du Et vous avez écrit un ouvrage, un titre que je trouve intéressant par rapport à certaines tables rondes du jour. Pour une société plus mutuelle, sortir de l'ultralibéralisme est possible. Je pense que ici, il y avait aussi beaucoup de débats avec des personnes qui étaient en désaccord fondamentalement sur ce point-là. Et vous proposez en tout cas de ressortir finalement ce modèle économique utilisé dans les prémices de l'ESS et de le généraliser à d'autres types d'entreprises. Comment ça pourrait fonctionner et qu'est-ce qui, selon vous, dans le modèle mutualiste, peut apporter des solutions pour l'entreprise de demain que l'on imagine peut-être un peu plus inclusive vis-à-vis de ses salariés, peut-être un peu plus redistributive. Allez, soyons fous. Dans votre question, il y a toutes les réponses. Donc là aussi, je suis co-auteur. Je ne suis pas le seul auteur puisque j'ai écrit ce livre avec Nicolas Thierry, qui était mon prédécesseur comme président du Crédit Mutuel. Et j'étais son directeur général à ce moment-là. Et lorsqu'on est arrivé aux responsabilités, on avait avec nous, on avait en face de nous une formidable entreprise, coopérative, mutualiste, qui remontait à la fin du 19e siècle, qui avait bien grandi, mais qui avait vraiment besoin de se repositionner et de se reposer le sens de son action. Une coopérative, une caisse de crédit mutuel est composée de sociétaires qui sont les membres. Et la question notamment qu'on s'était posée, c'était est-ce que notre action doit uniquement se tourner vers eux, ou est-ce que parce qu'on est coopératif et mutualiste, on doit aussi s'ouvrir à la société. Et ça a été un débat très, très fort au sein même de l'entreprise, pour finalement se dire, bon, aujourd'hui, l'entreprise coopérative est une entreprise qui est performante. Et notre entreprise, elle est extrêmement performante. Qu'est-ce qu'on fait de cette performance ? On s'est dit que cette performance, on doit mieux la partager. Et mieux la partager, pas uniquement dans des discours, mais vraiment dans des actes. Et c'est ce que nous avons mis en œuvre en devenant entreprise à mission d'abord. Donc, ce qui veut dire qu'on a pris des engagements clairs, contrôlables, contrôlés, ce qui montre qu'être entreprise à mission, c'est pas un acte de communication, mais c'est vraiment un acte politique extrêmement fort dans une entreprise, un acte stratégique. On a aujourd'hui dans notre modèle d'affaires inscrit le fait que nous soyons entreprise à mission. Et comme mesure phare, pour montrer notre engagement vis-à-vis de la société, nous avons décidé, comme nous sommes coopératifs, nous n'avons pas d'actionnaires, donc on ne distribue pas de dividendes, mais de créer quand même un dividende. Un dividende qu'on appelle un dividende sociétal, qu'on a créé en 2023, donc on est aujourd'hui dans le troisième exercice. On a dit, nous allons attribuer 15% de notre résultat annuel à des actions visant à la transformation environnementale et sociétale, à la solidarité, au soutien de nos sociétaires le plus en difficulté. Donc quand vous parlez d'inclusion, quand vous parlez de changement de comportement, quand on parle de changement de transformation très forte, on est clairement là-dedans. Donc 15%, cette année c'est un montant considérable, c'est 619 millions d'euros. Qui nous permettront d'intervenir dans des sociétés qui ont des projets à fort impact environnemental ou sociétal, qui nous permettront de continuer à mener un certain nombre d'actions au profit de nos clients, comme par exemple la suppression du questionnaire de santé lors de l'octroi d'un prêt immobilier, qui a permis à ce que les malades ou les anciens malades ne soient plus pénalisés, voire discriminés. Et puis un dernier volet qui est un accompagnement du monde associatif, parce que nous savons que le monde associatif aujourd'hui, c'est vraiment le ciment de l'inclusion sur les territoires.
et de mécénat. Donc finalement, dans cet ouvrage, on a un résumé d'un cas d'école de ce qu'on pourrait faire pour transformer une entreprise en entreprise à mission. Oui, je crois que c'est un cas d'école parce que justement dans le livre, nous avons voulu montrer comment nous l'avons fait, les débats que nous avons eu à gérer en interne. Parce que ce qui semble aujourd'hui très, très évident, ce qui est généralement reconnu comme étant une très belle initiative, il a d'abord fallu l'expliquer en interne, l'expliquer à nos administrateurs, parce que c'est pas le président et le directeur général qui décident de tout, il y a des administrateurs, l'expliquer à nos collaboratrices et collaborateurs, mais je dirais plus loin, on n'a pas seulement expliqué, on a fait adhérer, et on a fait adhérer en construisant ça de manière collective avec l'ensemble de notre corps social, des administrateurs et des salariés. Très bien. Alors pour en savoir plus, il faut donc lire Pour une société plus mutuelle de Daniel Ball, qui est donc ici pour les signatures tout à l'heure. Maintenant, je passe à Michael Bérébi. Vous avez écrit Un monde de violence et après. Exactement. Donc voilà, le titre, je pense, correspond à une vision géopolitique, en tout cas de l'époque. Vous avez pris plein de points de rupture très précis de ces derniers moments et vous essayez d'expliquer comment les entreprises pourraient s'en saisir pour investir, pour anticiper, pour aller dans le bon sens. Alors j'en prends quelques-uns par exemple. Comment aller devant la baisse de la productivité, comment faire face au vieillissement de la population, l'explosion des inégalités ou la financiarisation aller à l'extrême de l'économie. Voilà, donc vous étudiez toutes ces choses-là. Quel est vraiment l'apport fondamental de votre livre et qu'est-ce que vous souhaitez apporter à ces lecteurs, sachant que vous conseillez sur les entreprises, sur l'investissement, les entrepreneurs sur l'investissement. Exactement. En fait, la particularité de ce livre, c'est qu'en réalité, c'est la suite d'un précédent qu'on avait sorti avec Jean-Hervé Lorenzi il y a un petit peu plus de 10 ans. Et à l'époque, notre thèse, c'était de penser que la décennie 2015-2030 dans laquelle nous entrions à l'époque, eh bien, on était à un point de bascule durant lequel le monde allait basculer dans un monde de violence, voire de guerre. Ah, vous n'êtes pas trompé alors? Et bien en fait, 10 ans plus tard, avec tout ce qu'on a connu finalement, attention, je précise, à l'époque, on était sur 6 enjeux purement économiques, c'est-à-dire bien réels, bien tangibles, mais suffisamment propices finalement à de l'affrontement commercial, économique, mais potentiellement physique. Et effectivement, il y a eu ces 10 années qui se sont écoulées avec le Covid et l'accroissement massif de l'endettement, avec de la violence sociale, avec les gilets jaunes. La confrontation également sur le volet démographique, avec beaucoup de débats sur les retraites. Aujourd'hui, on parle de tarifs douaniers. En réalité, derrière, il y a quand même cet espoir de réindustrialisation. Il y a l'IA et aujourd'hui, il y a quand même des craintes très tangibles, très perceptibles sur le marché du travail. Et enfin, ce mot qui était tabou à l'époque, il y a un peu plus de 10 ans, ce mot de guerre, puisqu'aujourd'hui, malheureusement, la guerre est aux portes de l'Europe. Donc voilà, on a souhaité faire un diagnostic lucide. Je dirais que ce n'est pas un livre optimiste dans le sens où, pour que ça aille mieux, ça ne va pas se faire par intuition, ou par enchantement, ou par conviction. En revanche, c'est un livre qu'on veut plein d'espoir. Et la différence que je donne, c'est de dire que pour y parvenir, eh bien, ça va nécessiter du travail, du courage et de le faire ensemble. D'où, et c'est dans le titre, le « et après », un monde de violence et après, et cette seconde partie qui, elle, est nouvelle, avec 14 ruptures, en réalité 14 propositions. Et cette fois-ci, avec Jean-Hervé, on s'est autorisé à aller au-delà, finalement, du terrain de jeu purement économique. Alors évidemment, on aborde... Alors c'est des propositions politiques ou des propositions qui concernent les entreprises? Avec quoi on en ressort de cette lecture? Alors, je ne vais pas toutes les énumérer évidemment. Il y a peut-être 2 idées que j'aimerais rappeler. La première, c'est la notion de rupture, justement. On a essayé avec Jean-Hervé c'est un exercice toujours très complexe de faire des propositions, mais en tout cas d'essayer de penser le monde de demain en rupture avec ce qu'on a connu pendant les 30 peut-être dernières années. Second point, c'est la notion de bloc. C'est-à-dire qu'appliquer une proposition ou deux ne sera clairement pas
clairement pas suffisant. Donc il faut vraiment changer l'état d'esprit. C'est pour ça qu'on s'est autorisé à aller au-delà. Donc on parle évidemment de tous les sujets économiques depuis Bretton Woods, enfin le concept même de remettre l'idée d'un Bretton Woods ou l'endettement, mais on parle également de l'accès à l'eau par exemple, on parle également de l'immigration, on parle également de tout ce qui relève du sanitaire. Il y a un mot qu'on a essayé d'insuffler dans chacune des propositions, c'est le mot de proximité. Et on en revient un peu à cette idée d'espoir et d'action, c'est que finalement, à chaque groupe d'êtres humains, à son niveau, de se réapproprier un peu son destin pour converger vers un monde plus apaisé et en finir avec ce monde de violence. Très bien, donc pour un constat assez dur, mais un peu d'optimisme, ce sera donc un monde de violence à après de Michael Bérébi. Et j'en viens à notre dernier invité, Pierre Donnersberg, excusez-moi si j'ai mal prononcé. Alors vous avez écrit un ouvrage très différent des autres, puisqu'on est sur un ouvrage autobiographique, Mon école de la vie, où vous racontez votre départ d'Alger, et puis aussi votre début en tant que... Je crois que vous êtes diplômé d'une école de journalisme, mais finalement Non. Ah, c'est ce qui est écrit sur votre fiche Oui, Wikipédia. Wikipédia dit des erreurs, on le savait. Donc vous avez fondé un groupe de conseils et d'assurance, mais vous êtes un peu parti d'une vie un peu chamboulée, en tout cas perturbée, et vous montrez comment vous avez appris en tant qu'autodidacte. Est-ce que vous pouvez nous résumer un petit peu cet ouvrage? Et est-ce que pour vous, il y a encore de l'espoir? On dit que l'ascension française est en panne. Est-ce qu'il y a encore de l'espoir pour ceux qui veulent se battre et ceux qui veulent montrer que voilà, il y a la possibilité de gravir les échelons et de créer sa propre société? Oui, c'est exactement ce que j'ai voulu écrire. C'est un peu cette histoire où je me suis retrouvé à 20 ans dans les HLM d'Épinay-sur-Seine, sans diplôme, sans espoir dans la vie qui se présentait devant moi. Et je pense qu'en prenant le taureau par les cornes et en essayant de réfléchir, de ne pas être en rupture de la société, on peut essayer de créer quelque chose. Et j'ai créé un groupe de courtage d'assurance qui aujourd'hui emploie 8000 salariés à travers le monde, est présent dans 42 pays. C'est un peu le courtier de souveraineté en France, il est numéro 1 en Europe et il est le courtier de toutes les grandes entreprises françaises. Donc, vous avez parfaitement raison. Ce que j'ai voulu écrire, c'est que on peut avoir tout bouché à 20 ans et on peut réussir tout à 60. Donc, c'est une question de volonté. Comme je dis et un souvent, petit peu de temps aussi. Oui, il faut du temps, mais bon, bien sûr. Mais quand on veut, on peut, et quand on peut, on doit. C'est une maxime de vie, et j'ai essayé de donner peut-être un peu d'espoir et de courage à ceux qui se retrouvent comme moi. Je me suis retrouvé à 20 ans avec un univers complètement bouché dans un pays, quand on n'a pas de diplôme, on est bon à rien. Et ben c'est pas vrai. Il y a l'ascenseur social en France et je suis sûr qu'il marche encore. Il n'y a pas de raison. Et il y a plein d'espoir quand on veut réussir. D'accord, vous pensez qu'il marche encore? Je pense qu'il est un peu grippé, pour dire les choses comme elles sont, mais qu'il marche encore. Eh bien, très bien. Si on veut un récit plus inspirationnel, c'est donc Pierre Donnersberg, Mon école de la vie. Voilà, c'est le moment des signatures, si vous voulez rencontrer les auteurs et les autrices.